la séquence. Et nous espérons les choses pourront se décanter très rapidement parce que la force régionale va y arriver bientôt. Alors, on va prendre la question de Monsieur Clément Mwamba. Je veux revenir de ce côté et puis on va aller vers la conclusion dans 20 minutes. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. En termes d'innovation, lors de travaux des États généraux de la communication, il y avait un moratoire qui était proposé au niveau du gouvernement, mais lorsqu'on a adopté le projet, on n'a pas entendu le gouvernement parler de ça. C'est à quel niveau? Autre préoccupation, c'est que devient la loi de 1981 sur les statuts du journaliste? Alors, sur la question du moratoire, j'y répondais tout à l'heure. Les moratoires, c'était une voie transitoire. Ça veut dire que nous, au niveau du gouvernement, on pouvait regarder, faire un effort de manière concertée avec les médias. Mais c'est là supposé que des dispositions soient prises en amont. Parce que lorsque un journaliste tombe dans un cas avéré d'imputation dommageable, mais comment vous le réglez? On ne peut pas, nous, ici, consacrer un régime de liberté totale parce qu'il faut qu'on se rappelle toujours que les libertés s'exercent dans un cadre organisé, dépasser la liberté des autres. Donc, comment on encadre cela? Madame Élisée Odi a parlé de ces réquisitoires. Je pense que mon terme est bon, de ce qui s'est hier à l'occasion de la rentrée à la Cour de cassation, où on est revenu sur la nécessité, mais je ne suis pas juriste, je ne voudrais pas rentrer dans ces débats-là, mais pourquoi pensez-vous aujourd'hui que la question de la liberté de la presse commence à poser problème? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de dérapages. Et ces dérapages, pour y arriver, il faut que nous, que la profession, on regarde la qualité des uns des autres. On peut faire du bon journalisme. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que les meilleurs remparts du journaliste, vous travaillez pour un média comme actualité.cd. Moi, j'ai jamais appris que Patient Ligodi a été inquiété. J'ai jamais appris que Lusakoueno a été inquiété. Évidemment, des gens peuvent se sentir frustrés. C'est tout à fait normal parce que vous révélez des choses qui ne voulaient peut-être pas être reconnues. Mais de là à utiliser vos médias, les canaux pour régler des comptes, attaquer les gens, à y aller. Mais bon, lorsque le président de la République est pris cible principale, on peut bien les critiquer, nous sommes dans un contexte démocratique, mais devient la cible principale des choses qui ne sont peut-être pas justifiables. Bon, les juristes réfléchissent à cette manière, mais l'idéal pour nous, on va pas aller là-bas. L'idéal pour nous, c'est de nous assurer que le respect de l'éthique, de la déontologie. Les meilleurs remparts du journaliste, c'est les professionnalismes. Et nous exhortons les patrons de presse et vous qui êtes là à aller dans ces médias de qualité. C'est ce qui va nous permettre de rehausser les niveaux. Vous savez que nous sommes disciples du changement de narratif, mais qui pensez-vous sont pour nous les premiers alliés, les premiers vecteurs? Aujourd'hui, nous sommes dans une société en crise. Madame Élisée Odi a fustigé les insultes ici et nous tous nous les fustigeons. Mais par quel canal les valeurs vont passer? Si ces canaux, c'est pas vous. Et donc, il y a une véritable responsabilité que nous avons tous. Comme ça, on peut travailler pour être sûr que nous, au moins, qu'on ne nous reproche pas de ne pas jouer notre rôle dans la consolidation de la démocratie. Et donc, sur la question du statut de journaliste, j'ai dit tout à l'heure, on a un débat. À l'époque, c'était une ordonnance loi. Certains pensent qu'il faut une loi, d'autres pensent qu'il faut un décret, mais nous allons lever l'option. Pour nous, je suis pas juriste, évidemment, l'option la plus rapide, c'est de travailler à un décret qui peut être pris par le Premier ministre. Comme ça, on est sûr que le métier est bien réglementé. Prochaine question, Stéphie Mukindi, et puis ce sera Paul Matendo, et on terminera avec Tite Lune. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Puisqu'on parle de la presse, puisqu'on parle de nous, permettez-moi de commencer par cette première question. Lors des États généraux de la presse, un autre texte a été introduit et adopté par les participants. Vous n'avez pas cité les textes dans les lots de l'arsenal juridique sur les médias complétés. S'agit-il du moratoire? Pardon? De quel texte parlez-vous? Je parle de, en fait, la loi qui vient d'être adoptée par le gouvernement. Oui, la loi modifiée. Vous dites qu'il y a un texte qu'on aurait oublié. Sur le moratoire.
Oui. Moratoire sur les arrestations de journalistes. Mais c'est ce dont nous parlions tout à l'heure avec... La question, c'est de savoir si c'est ces moratoires qui restent à compléter. Bon, écoutez, le moratoire, c'est une option qu'on doit lever, mais c'est une option qui est conditionnée. Je pense que ça fera l'objet de la discussion à la prochaine réunion du comité des suivis pour voir comment tout ça s'intègre dans les cadres de nos efforts. Merci. Besoin maintenant de précision, Monsieur le ministre, sur la nature des contributeurs du fonds que le gouvernement appelle des soutiens et des développements des FARDC. Est-ce que ce sont seulement les institutions qui vont contribuer à ces fonds ou bien le petit peuple va aussi Non, ça veut dire qu'il y avait une grosse réflexion qui avait été engagée après la loi de la programmation militaire parce que pour l'armée, il y a des gros besoins. Alors, il était question de créer par ordonnance présidentielle un compte d'affectation spéciale qui pouvait permettre de capter les autres flux. Et comme vous l'avez créé par ordonnance présidentielle, un compte d'affectation spéciale qui pouvait permettre de capter les autres flux. Et comme vous l'avez vu en Conseil des ministres, on a commencé la discussion, mais on a souhaité la question puisse être approfondie au niveau de la commission ECOFIN du gouvernement. En ce moment-là, il y aura des propositions concrètes et nous reviendrons ici pour expliquer comment cela devrait se faire. Et la dernière question, permettez, Monsieur le ministre, pas de dérogation pour les insultes à l'endroit de Denis Mukwege, mais que va faire le gouvernement pour sévir les personnes qui insultent? Bon, écoutez, de toute façon, sur ces insultes, je l'ai dit de manière claire et sans embâche, je le répète, personne ne mérite d'être insulté. Personne. Ni les docteurs Mukwege, ni vous. Alors, demander au gouvernement de réagir, nous faisons notre part, mais je pense qu'il y a des instances qui sont habilitées à réglementer ces genres de choses. Et ces instances devraient se saisir de cas qui sont flagrants et qui portent visiblement atteinte à la moralité. Merci. Alors, on va prendre Paul Matendo. J'ai encore 3 ou 4 questions. On pourra les prendre rapidement. J'ai vu la question d'Israël Moutala ou de Alain Waikani. Bon, Pascal Moulegua, il est toujours là. On verra si on aura quelques minutes pour lui. Oui, monsieur Paul Matendo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que la question du journaliste devrait être réglée en amont, c'est-à-dire aux écoles, aux facultés, aux universités qui forment les journalistes? Quel rapport vous entretenez avec ces facultés, ces écoles qui forment les journalistes, particulièrement? Bon, écoutez, les questions ont été abordées durant les États généraux où nous avons impliqué beaucoup d'académies, des académiciens. Je crois même que la commission qui était chargée d'étudier la question de la viabilité des médias a été dirigée par le prof Ekambo. Aujourd'hui, même pour la télévision nationale, par exemple, on a besoin d'arrimer, d'avoir des programmes précis ou des passerelles avec l'IFASIC ou les facultés catholiques ou l'UNIKID, toutes les structures qui forment les journalistes, parce qu'il y a un véritable besoin de renouveler. Ça veut dire de prendre les jeunes, de les mettre dans des conditions qui leur permettent d'apprendre les métiers véritablement tels qu'ils devraient s'apprendre. Et donc, pour nous, les institutions des formations, c'est des vrais partenaires. Et un métier comme le nôtre, c'est un métier qui, je partirai de ma propre expérience, qui s'apprend plus dans la pratique que dans les bancs, dans les universités. Petite Eliong, et puis on prendra les 3 dernières questions. Israël Moutala, vous pouvez avancer. On va finir par Alain Waikani. Et... Merci, monsieur le ministre, pour cette opportunité. D'emblée, je dois d'abord vous féliciter. Il y a plus de 9 ans qu'on ne parle pas de journalistes. Notre texte est passé. Il y a le voix pratiquement qui s'élève. Est-ce que le gouvernement a-t-il de main derrière? Et s'il n'y en a pas, la deuxième préoccupation, il y a des partenaires qui sont déjà là, prêts pour financer. Est-ce que le gouvernement a déjà réservé une enveloppe consistante dans le cadre de l'organisation de cette grande rencontre? Je pense avoir répondu à la question tout à l'heure. Encore qu'il ne faut pas monopoliser ces briefings que spécifiquement sur les questions des médias. Mais l'UNPC est une institution partenaire. Je vous fais l'économie des divergences internes profondes qu'il y a au niveau de l'UNPC, mais je crois qu'aujourd'hui, et c'est cela l'esprit, depuis que nous sommes à la tête du ministère, c'est d'aller vers l'essentiel. C'est de ne pas toujours remettre au centre les questions qui divisent. Parce qu'en réalité, les questions qui divisent ne sont pas plus importantes que ce qui nous unit. Et parce qu'il y a ce qui nous unit est plus fort, les autres questions, évidemment, on pourra le régler. Au niveau du gouvernement, nous aurons, dans le cadre de la prochaine réunion du comité des suivis, à aborder les sujets. Je réunirai à nouveau
le comité directeur de l'UNPC pour voir dans quelle mesure faire le point, notamment de l'apport de partenaires, et voir dans quelle mesure on peut aller vers l'organisation, parce que la réorganisation de l'UNPC nous permettra d'avoir un interlocuteur avec lequel on peut faire le combat de la salubrité médiatique, notre quotidien. Une petite question, Monsieur le ministre. Le samedi, le Premier ministre a eu le temps de sillonner pour voir les différents sites organisés dans le cadre du programme Zéro Trop Kinshasa. Et on a inauguré quelques-uns. Êtes-vous satisfait par rapport à ces travaux? La question pour nous, c'était, je pense, du côté des SECOMAF, la question pour nous, c'est de ne pas être satisfait. La satisfaction, c'est pas la nôtre. La satisfaction, c'est celle que les Congolais doivent ressentir, de voir qu'il y a un gouvernement qui s'occupe, dans la mesure de ses moyens, des préoccupations quotidiennes. La saison de pluie a repris. Nous savons tous ce que cela a comme impact. Donc, il y a le programme Zéro Trou qui poursuit son cours. Bon, même si la vocation pose toujours problème, mais il y a d'autres programmes, notamment chez les GELO, qui sont en cours d'implémentation à Kinshasa, et nous allons nous assurer que ces efforts continuent. On va prendre la question d'Israël Moutala. Monsieur le ministre, merci pour la parole. Félicitations pour la loi. Merci. Je connais votre engagement pour la promotion de la liberté de la presse en RDC. Merci beaucoup. Et je vous suis très reconnaissant. Parce que vous avez évoqué à la Cour de cassation. Et là, nous avons l'impression que la justice n'est toujours pas à la hauteur des enjeux sociétaux qui nous préoccupent. Le président est revenu. Quand on écoute le procureur général près la Cour de cassation, dans sa mercuriale, sa priorité, qui est un déphasage avec les problèmes de notre société, les problèmes de délinquance, c'est de la peine d'outrage à chef de l'État. Est-ce que vous pensez que la priorité pénale d'un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'il y a comme désordres sociétaux sur le plan comportemental, c'est que dans sa mercuriale, sa première priorité, c'est de hausser la peine d'une infraction comme outrage à chef de l'État, une infraction qui est aux antipodes d'un État de droit, qui est justement les leitmotifs de l'État. Quelle est la politique pénale du gouvernement en matière de délinquance? Est-ce que le procureur général, près la Cour de cassation, est à la hauteur de ses missions? On en doute en lisant cette mercuriale. C'est vrai que la question de la liberté d'expression, il a mis notamment l'accent sur l'incitation à la haine tribale, oui, mais il glissait la hausse de la peine, on tombe des nues. Est-ce que le gouvernement a une politique pénale cohérente par rapport aux besoins sociétaux? Merci. Alors, Monsieur Israël Moutala, merci pour votre question. D'abord, en premier, je ne suis pas juriste, donc je ne m'hasarderai pas sur ces sujets. Je m'assurerai que nous ayons l'occasion de poser les questions précises à la ministre d'État, ministre de la Justice. Je ne saurais donc pas commenter longuement les motivations qui ont poussé justement le procureur que vous mentionnez à faire cette mercuriale de cette façon. Mais je suivais aussi hier, je ne sais pas lequel, lorsque j'ai pris la retransmission en direct, il y en a un qui est revenu sur la communication du président que je relayais sur l'état de la justice. Mais tout cela, je crois qu'il n'y a pas un pouvoir tant des pressions que les juges. Les pressions qui émanent d'où? D'abord du peuple. Parce que lorsque les présidents de la République le relayent, il relaye parce qu'il a reçu des plaintes, des colères populaires. Moi-même, sur la question de l'outrage spécifiquement, je ne veux pas aller discuter, parce que je ne suis pas juriste, de pouvoir, mais je crois qu'il y a un message que nous devons capter. Le message que nous exerçons notre liberté et de comment notre liberté s'exerce dans la liberté qui doit revenir à d'autres. Je pense que c'est ça la préoccupation principale. Hausser les peines, baisser les peines, je n'entrerai pas dans ces débats, mais restons, est-ce que tout ce qui est dit à travers les médias est correct? Parce que l'impression qu'il y a, c'est une forme de, je dirais pas des dérapages démocratiques ou des libertinages, je trouve peut-être pas la bonne expression, mais l'interpellation principale que nous devons garder, c'est de nous assurer que nous faisons notre travail dans les respects de l'autre, dans les respects. On peut critiquer sans imputation dommageable.
On peut critiquer sans insulter. Mais sur cette question de la justice, je pense qu'il serait bon qu'on se retrouve avec la justice, qu'on fasse un débat pour voir dans quelle mesure elle peut vous dire ce que le gouvernement fait dans le cadre des limites constitutionnelles qui sont les nôtres. Parce que nous partons sur le principe de séparation de pouvoir. Peut-être qu'en ce moment-là, nous pourrons être tous plus édifiés. Voilà. On va prendre la question d'Alain Waikani. Vous avez annoncé dans votre briefing de la semaine passée qu'il y avait une mission humanitaire qu'on devait déployer, que le gouvernement devait déployer dans le Kwamutu. C'est qu'il y avait une mission humanitaire qu'on devait déployer, que le gouvernement devait déployer dans le Kwamutu. Mais cette question me fait rappeler aussi de vous poser une question sur la situation de nos compatriotes que je vis, moi. Curieusement, apparemment, on n'a jamais eu une mission du gouvernement ou même des passages. Et ils sont maintenant forcés. Je vis de moi-même la journée que j'ai passée à Bunagana, déjà forcés de revenir parce qu'ils ne peuvent plus tenir vers l'autre côté de l'Ouganda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons plusieurs ministères où les choses sont adoptées au moins chaque semaine, c'est encourageant. Mais on a l'impression que le ministère des Affaires sociales n'a pas un plan. À chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, il y a toujours, on trouve la population comme s'il n'y a pas un gouvernement. On a vu avec le volcan à Goma, qu'est-ce qui se passe avec ces ministères? Et la deuxième question, peut-être que ce n'est pas directement, mais comme vous êtes le porte-parole du gouvernement, ça va nous aider, que vous puissiez l'amener. Sûrement, vous avez été interpellé aussi sur Twitter, je le vois moi-même. Qu'est-ce qui se passe avec notre processus d'adhésion au sein de East Africa Community? Nous avons déposé tous les dossiers, nous siégeons légalement, mais les Congolais de l'Est, ça c'est vraiment la question des Congolais en général. Qu'est-ce qui se passe qu'on continue à payer les visas jusqu'à maintenant? Parce qu'il y a ce système où dans les États partis, les visas n'existent pas. Est-ce qu'il y a encore des documents que la RDC n'a pas déposés jusque-là? Alors, sur cette question, je vous remercie parce que vous dites que ce n'est pas principalement de ma compétence. Je me référerai à mon collègue des Affaires étrangères pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais l'adhésion de la RDC, elle est récente. Je crois qu'on a déposé les instruments de ratification. Il y a toujours un processus de notification des administrations. Je présume que si il y a encore des demandes de visas, peut-être qu'il y a des procédures administratives qui sont en cours, qui sont encore finalisées ou que les administrations ne sont pas encore pleinement instruites. Je m'assurerai de la question auprès de mes collègues des Affaires. Le ministère de la Solidarité et des Affaires humanitaires intervient malheureusement en situation d'urgence. La vraie difficulté ici, cher Alain, regardons-nous dans les yeux, c'est la difficulté liée au contexte général du pays. Je disais encore cette semaine que nous sommes en train, nous, de recréer l'embryon de l'État partout. Lorsque nous parlons d'un territoire et on veut construire un bâtiment administratif, c'est parce qu'on veut s'assurer que nous rapprochons l'État de Congolais, où ils sont, pour que nous puissions être en mesure de répondre à leurs besoins. Donc, c'est tout à fait normal, malheureusement, dans un contexte d'un pays à 100 millions d'habitants, avec un budget assez réduit, qui est des situations de ce genre-là. Mais à ce que je sache, il y a, que ce soit au niveau du gouvernement provincial du Nord Kivu, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, des Affaires, que ce soit au niveau du gouvernement provincial du Nord Kivu, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la solidarité, un travail étroit qui est fait en termes de suivi pour les populations qui sont dans cette partie du pays. Nous aurons l'occasion de revenir en aparté dans la discussion avec vous parce que vous pourrez nous édifier sur ce que vous avez vu sur place. On va prendre la question de Pascal Munegua. Une question, comme ça on a le temps. Oui, une question et demie. Merci, Monsieur le ministre, pour votre démarche socialement significative en faveur de la presse. Monsieur le ministre, une fois en Conseil des ministres, est-ce qu'il vous arrive de parler de certaines situations? Il se passe des choses dans ces pays. On a un Congolais qui est détenu à Makala. Il est député national, il est opposant. La haute cour, qui est la cour de cassation, a donné son assignation à résidence surveillée et le parquet dit qu'il n'a pas de moyens pour assigner à résidence surveillée. Donc, dans les faits, il est assigné à résidence surveillée à Makala, dans la prison de Makala. Et c'est là depuis 2 mois. Le gouvernement manque-t-il de moyens pour assigner Jean-Marc Abound dans une villa, dans une résidence? Bon, écoutez, malheureusement, les questions que vous me posez ne rentrent pas dans le cadre de la conversation de ce jour parce que l'idée, c'était de rester. Mais vos préoccupations, je pense que
à l'occasion de la rencontre ou du débat, du briefing avec la ministre d'État, ministre de la Justice, vous pourrez poser des questions. Elle est plus outillée. Question? Merci, Excellence, pour la parole. Je voudrais un peu savoir, Excellence, parce que depuis un certain temps, on se rend compte que le chef de l'État revient sur certaines de ses recommandations. Est-ce pour dire qu'au niveau du gouvernement, il y a les ministres qui boudent? Je veux un peu savoir ce que ça vous fait lorsque le chef doit revenir sur certains points. Pouvons-nous aussi dire que au niveau du gouvernement... Certains points, lesquels? Notamment la justice, notamment les problèmes des embouteillages, ainsi de suite. Il y a des problèmes sur lesquels le chef de l'État est obligé de revenir 2 à 3 fois. Quel est le problème? Toujours dans la même lignée, dans les réseaux sociaux, on apprend aussi qu'il y a certains ministres dont les initiatives ne sont pas avalisées ou bien accompagnées au niveau du gouvernement. Est-ce que c'est la vérité? De quel ministre parlez-vous? Ce sont les initiatives. Il faut savoir une chose, c'est que chaque fois qu'un ministre intervient en conseil de ministres, il s'est fait toujours complété par le Premier ministre. Le Premier ministre suit étroitement le travail de chaque membre du gouvernement. Malheureusement, vous ne pouvez pas assister au conseil de ministres, les délibérations sont secrètes. Il y a l'accompagnement étroit du Premier ministre. Tous les ministres peuvent les témoigner. D'ailleurs, je suis le premier parce que vous regardez, lorsqu'on a fait les états généraux, lorsqu'on a commencé à faire, par exemple, on a dit, le Premier ministre a donné les tons et tous les ministres. Bon, écoutez, nous sommes dans un contexte où on n'a pas tous les moyens pour tout faire. Moi, je dois vous dire que parfois, je peux avoir une petite frustration, une petite colère, mais cela ne veut en rien, nous devons être en mesure d'avoir les ressources pour y répondre. Dans un contexte où vous avez la pression à l'Est, parce que ça nous absorbe beaucoup de moyens, donc il y a des arbitrages qui se font et on ne peut pas contester les arbitrages qui sont faits à haut niveau. Il y a une grille des lectures qui n'est pas la nôtre. Sur la question de le président de la République fait les suivis. Vous ne pouvez pas lui empêcher de faire le suivi ou considérer que lorsque le président de la République fait son suivi, il s'en plaint. Non. On parle de la justice, mais la justice est un pouvoir qui ne dépend pas de nous. C'est un pouvoir indépendant. Donc, le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions, donc il y veille. Il faut considérer ici qu'on a, par exemple, sur la question, il y a de problèmes structurels que nous avons, mais comment se comportent les conducteurs? Ça, c'est nous. Le président de la République fait sa part, la police essaie de faire la sienne, mais nous-mêmes, est-ce que la courtoisie routière existe? Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, on dit que la priorité, c'est à droite. Est-ce que vous laisserez celui qui est à droite passer ou vous serez plus pressé de venir au briefing et vous créez l'embouteillage? Donc, vous voyez qu'il y a notre part de responsabilité aussi qu'il faut assumer. On va prendre la question des Béninois et on va terminer par la question de mon ami de Desk Echo. Excellence, une question d'actualité. C'est depuis le jeudi qu'il y a la présence de militaires dans la concession minière de MMG Mining. Est-ce qu'on peut avoir plus de... Question d'actualité ou on est sur le conseil de ministres? S'il vous plaît, restons dans le concept pour ne pas nous perdre. Est-ce qu'on peut avoir au moins une explication sur cette présence? Sur quoi, s'il vous plaît? La présence de militaires dans cette concession de mining. Écoutez, heureusement ou malheureusement, le général Kasonga a été promu à la tête du commandement militaire. J'ai reçu évidemment cette préoccupation. Je ferai le niveau de l'armée pour voir quelle est la réponse à y accorder. En attendant, je demanderai au général Kasonga, je ne sais pas comment ça s'organise au niveau de l'armée, d'avoir un répondant qui pourra, il y a un colonel, je crois, qui fait l'intérim, qui pourra régulièrement répondre aux préoccupations des médias, notamment celle-là. Merci. Dernière question. Jordan Maekini. Merci beaucoup pour la parole. Mayenikini, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Voilà, c'est comme ça. Merci. Ouais. Monsieur le ministre, on compte à ces jours près de 26 mois depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait instruit le gouvernement, depuis 2020, de procéder à la fermeture des ports illégaux et clandestins qui font obstacle au bon fonctionnement de la Société commerciale des transports et des ports, SCTP. Aujourd'hui,
c'est dès ans près que ces ports-là continuent à fonctionner en toute quiétude. Aujourd'hui, on parle du port des bananes qui va arriver. Donc, si banane arrive et que ces ports clandestins qui les chefs de l'État avaient qualifiés d'illégaux d'ailleurs continuent à fonctionner, cela va encore continuer à toucher sur les chiffres d'affaires de la SCTP. J'aimerais savoir, parce que avait d'ailleurs mis en place une commission pour faire le suivi. Une commission à laquelle je suis pas membre. Effectivement. Alors, c'est qu'il faut, je comprends le sens de je comprends le sens de la question. Encore une fois, je voudrais pas rappeler que ça faisait pas l'objet du Conseil de ministres qui est l'objet de cet exercice, mais je me référerai à mon collègue du transport ou de l'intérieur pour connaître l'état de la question. 26 mois, monsieur le ministre, depuis qu'il est les chefs de Bon, l'État. écoutez, c'est une question technique qui n'est pas de ma compétence. Permettez-moi de me référer à mes collègues qui ont la réponse et je pourrai, dans un prochain exercice lundi prochain, éclairer votre lanterne. D'accord, OK? merci. Ben, je ne peux plus que vous remercier pour la disponibilité parce que avec vous, nous sommes en train de créer de nouvelles pages de l'histoire de notre pays parce que vous ne vous rendez pas compte de l'importance que cet exercice de redevabilité signifie pour nos populations. Et nous, comme on aime à le dire, on n'a rien à cacher. Nous voulons travailler dans la transparence. Lorsqu'il y a des difficultés, nous les reconnaissons. Lorsqu'il y a des progrès, nous les reconnaissons parce que nous avons besoin que notre population consomme la bonne information qui émane de bonnes sources. Alors, on me demande de dire un mot en lingala. Lelo, nayaki kolimbola, ba décision oyo tozwaki na conseil de ministre oyo elekaki, parce que boyebi to bandi masolo ya sikana oyo tobengi na lopoto briefing hebdomadaire. Et la kisi que chaque fois tous les lundis to banda kozonga pona kolibolela ba congolais ma décision oyo nini gouvernement ezwaki. Na milulu na biso na likita na biso eleki mokonzi mboka salaki na communication na ye alobaki notamment makambo etali IGF na DGI na ndenge basalaki musala malamu et permettre au gouvernement de mobiliser makoki ebele pe ba makoki wana ndenge nini il faut ezala canaliser na ba projet de développement communautaire pour na komema ba solution na ba problème o etali ba population congolaise. Mokonzi mboka pe alobelaki makambo elekaki na Mbanzangungo batuza bazaki koswana autour ya ba conflit foncier pour na kopesa ndingisa na ba gouverneur de province nyonso ba travailler de sorte que ba éviter ba situation eux koki ko perturber li cohésion nationale. Bon, mutumora kopesa nga traduction cohésion nationale anda kasi il faut ko préserver kinya na biso nyonso. Na mililu na biso ya vendredi passé to betaki pe li solo ya ba mobeko mibale. Mobeko etali liberté d'expression na lingala to limbola makambo etali maloba etali ba pandisango. Depuis 26 ans to sali mobeko ya sika o ezaki issu na ba états généraux mokonzi mboka fungolaki ne bandeli ambula o elakisi ke makambo tolobaka yango za makambo tozosala pe na kati wana tosololaki makambo etali sécurité ministre intérieur na ministre à défense bapesaki situation générale ya mboka et puis tobetaki masolo etali ba projet que ce soit na secteur ya industrie to na secteur à développement rural mais kasi toko bongama na mikolo ezali koya po to trouver ndenge nini toko banda kosala communication moko spécialement dédiée na lingala pe na ba langue nationale nyonso po ba congolais ba comprendre dynamique oyo tozali ko lancer na musala oyo ya biso na gouvernement po peuple azalaka tous les jours na information malamu alanda biloba lobate to pe ba rumeur oyo elekaka na ba réseaux sociaux te. Voilà, c'est par ces termes qu'on va conclure cet exercice et j'espère que chacun de vous a été édifié et que vous en ferez le relais auprès de vos lecteurs et auprès de ceux qui suivent vos différents reportages. Nous vous remercions beaucoup pour l'accompagnement et nous espérons nous retrouver le lundi prochain pour un autre briefing hebdomadaire. Merci.